On va démarrer. Donc, je vous remercie d'être nombreux, d'avoir répondu à l'invitation sur ce sujet éminemment d'actualité. Et je suis heureuse d'accueillir Jacques Serviat, qui, au-delà du fait d'être un ami, ce qui n'est pas rien, et surtout une personne extrêmement qualifiée pour nous parler de laïcité. Jacques est ancien vice-président de la Fondation du Grand Orient de France. Il était également président de l'association des UDAF d'Aquitaine et d'autres choses encore. Mais on va s'arrêter là pour que vous ayez une petite connaissance de son parcours, de sa traçabilité. Et je vais vous dire quelques mots d'introduction sur le pourquoi une conférence ici à Vallaujoux, et pourquoi pas d'ailleurs, sur la laïcité. Bon, d'abord parce que c'est la commune, enfin en tout cas le conseil municipal qui organise cette réunion, cette conférence, et je veux remercier mes collègues présents dans la salle, donc qui sont un peu disséminés. Je veux remercier également les collègues du secteur et du canton qui se sont mobilisés, et puis vous tous, parce que ce sujet nous touche. C'est un sujet important qui d'une certaine façon régit la vie collective, en tout cas la vie en société, et fonde aussi ce que sont nos libertés, ou en tout cas le cadre de nos libertés individuelles. Donc la laïcité, c'est avant tout un principe au service des valeurs universelles issues en premier lieu de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est aussi un principe inscrit pour la première fois dans la Constitution de 1946. Depuis lors, je serais tentée de dire que la laïcité a connu quelques bonheurs, mais aussi quelques malheurs. Et aujourd'hui, elle revient au devant de la scène, quand justement le vivre ensemble, le faire société, le faire cité, s'avère un peu plus compliqué. Peut-être est-ce parce que nous avons oublié un certain nombre de ces fondements. Donc l'objet de cette soirée, c'est d'écouter Jacques dans un premier temps, et puis de pouvoir échanger avec lui, parce que je pense que c'est aussi de nos questionnements partagés que nous nous enrichissons pour savoir les uns et les autres comment faire pour transmettre aussi ce qu'est l'enjeu de la laïcité dans une démocratie un peu bousculée, et sans doute dans une démocratie où il faut renouveler un certain nombre de sujets, et de sujets qui sont des sujets politiques, mais aussi des sujets qui ont surtout trait aux valeurs humanistes. Donc je vais m'arrêter là et je vais céder la parole à Jacques tout de suite. Donc on est parti pour un format de 40-45 minutes. Ensuite, on aura tout le temps que vous souhaitez pour débattre. Et ensuite, eh bien, nous aurons, comme il se doit, le verre et le petit dîner d'accompagnement. Je vous remercie. Merci. Bien, bonsoir à tous. Un lundi soir à Vallaujoux, avec le soleil, c'est parfait. Voilà, ces petits mots que je vais vous livrer ont pour objet tout simplement de mieux comprendre peut-être la laïcité dans son contexte historique au départ, et puis d'en interroger le principe dans la société actuelle. Ça me semble très important, comme ça a été évoqué. Alors, comme il est question de laïcité, évidemment, il sera question de religion, de pouvoir politique, de diversité, et aussi, bien sûr, de la question du dogme. Il y a bien longtemps, un siècle et demi, les réunions républicaines, des libres penseurs, des francs-maçons, des laïcs s'achevaient toujours sur des slogans qui étaient les suivants: vive la sociale,
Vive la laïque, à bas la calotte, ni Dieu ni maître. C'était toute une époque de lutte. Cette dernière phrase, à bas la calotte, est toujours prise pour une provocation, un abus, une défiance à l'endroit de la liberté absolue de conscience. Et pourtant, quelle confusion. Il n'est aucun autre slogan qui interroge plus le principe de laïcité que celui-ci. À bas la calotte vient justement rétablir la liberté absolue de conscience, simplement parce que l'anticléricalisme a été un préalable nécessaire à l'instauration de la laïcité, de la loi laïque. Loi de liberté qu'il faut se garder de confondre anticléricalisme et anti-religion, comme on se gardera de confondre islam et islamisme, judéité et sionisme. Alors, à bas la calotte, ou l'émergence finalement d'un anticléricalisme comme préalable à la laïcité. La laïcité, vous le savez, c'est un concept relativement récent, puisque sous sa forme actuelle, elle est institutionnalisée en 1905. Elle est encore bien souvent incomprise à l'extérieur de nos frontières, à tel point que le mot lui-même, intraduisible dans nombre d'autres langues, est souvent utilisé en français dans le texte. Sinon que d'en donner une définition absolue, il est toujours utile d'en exprimer les contours, d'en évaluer sa portée, ses origines, ses implications modernes. D'ailleurs, cette idée de séparation n'est pas apparue brutalement en 1905, vous vous en doutez bien sûr. Le premier qui l'énonce est Machiavel, au début du XVIe siècle. Son livre, Le Prince, bien sûr, qui est un objet absolument merveilleux, comme ses autres livres d'ailleurs, sont mis à l'index par l'Église de Rome dès 1559. Il dérange déjà en discutant de la notion de pouvoir. Et Philippe le Bel, en arrêtant le pape Boniface VIII en 1303, a fait évoluer dès le XIVe siècle une monarchie vers une indépendance de leur pouvoir vis-à-vis de ceux de Rome. Les rois européens se sont posés comme garants de la foi chrétienne, à défaut de pouvoir s'autoproclamer chef religieux. Ce que n'a pas manqué de faire au XVIe siècle Henri VIII, en déclarant finalement que l'Église devenait anglicane et devenait donc effectivement une Église qui lui appartenait, dont il était le chef religieux, sous prétexte d'une bulle qui n'avait pas été publiée pour son divorce. Voilà, donc ça pose déjà à ce moment-là la question de la séparation du pouvoir temporel et politique et le pouvoir spirituel. Si cette séparation entre le roi anglais et le pape est faite pour des raisons politiques, les rois français, pour des raisons tout aussi politiques, se sont affrontés au pouvoir papal, le rejetant, l'acceptant, s'unissant à lui ou l'oubliant à nouveau. Cela résume un petit peu d'ailleurs l'histoire de l'Europe. La séparation du pouvoir royal du pouvoir papal a toujours été au cœur des préoccupations politiques de ces siècles-là. Alors, je parlais de 1905, mais il faut savoir que la révolution de 1789 a amené énormément de réflexions, énormément d'avancées, et en 1795, je vais vous lire quelques articles donc d'un décret de la liberté qui a été voté par la Convention. Il stipule entre autres, je ne vais pas tout vous lire évidemment, il stipule entre autres, article 1er, conformément à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 122 de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Article 2. La République n'en salarie aucun. 1795. Article 3. Elle ne fournit, la République, aucun local, ni pour l'exercice des cultes, ni pour le logement des ministres du culte. Parce que la République fournit des logements pour les ministres tout court, je vous rassure. Article 4. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. Bon, je passe d'autres articles, mais vous voyez que c'était quand même très novateur à l'époque, 1795. Et l'article 7, aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, ni de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens. Il aura fallu attendre 110 ans pour se rapprocher de nouveau de ce texte. Les premiers réformateurs, le mouvement humaniste de la Renaissance, Erasme, Vinci,
Rabelais, aux philosophes des Lumières, l'idée a évolué, associée à un triple mouvement émancipateur. Alors, celui de la pensée libre, qui deviendra après la libre pensée, bien sûr, se libérant peu à peu des croyances obligatoires, puis celui d'une société revendiquant des libertés politiques. Et puis, celui que j'appellerais, qui est à mon avis très important comme mouvement émancipateur, c'est la laïcisation des valeurs, qui va se passer au XVIIIe siècle. Pour conclure, tout simplement, la laïcité est-elle en danger? Moi, je dis peut-être. C'est pas un avantage acquis. Hein, on voit bien qu'il y a d'autres avantages acquis qui en ce moment sont remis en cause aussi d'ailleurs. Mais c'est pas quelque chose qui est acquis. C'est pas parce que on amène notre gosse à l'école. Ah oui, c'est à l'école laïque. Hop, voilà, c'est fini, c'est laïque. Non, c'est quand même un combat permanent. Vous le sentez tous. C'est pas quelque chose qui est, comme dirait la liturgie catholique, inscrit pour les siècles des siècles. C'est quand même quelque chose qui mérite que l'on s'y attache, que l'on s'y attarde, que l'on s'y engage et qu'on lutte pour effectivement la faire vivre et pas simplement la faire survivre.